Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ask Stago. Je suis Audrey Carlo et je suis très contente de co-animer à nouveau cet épisode avec Dana Hazard. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à certaines questions que nous avons reçues au cours des derniers mois et années même au sujet de ce que l'on appelle l'IVDR. Nous souhaitons comprendre ce que cette nouvelle réglementation implique, son calendrier d'application et ce qu'elle peut changer pour les laboratoires cliniques et d'analyse médicale. Et oui, Audrey, et dis-moi, qui de mieux pour traiter ces questions que notre directrice Market Access, Sophie Réau. Bonjour Sophie, merci de nous rejoindre aujourd'hui et bienvenue. Bonjour Audrey et Dana, merci de m'avoir invitée, je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Bonjour Sophie et bienvenue. Nous aimons débuter notre podcast par la base. Peux-tu nous expliquer ce que c'est qu'IVDR ? Bien sûr, l'abréviation IVDR signifie en anglais In Vitro Diagnostic Regulation, soit en français Règlement sur le diagnostic in vitro. Il s'agit d'un règlement européen 2017-746 adopté en avril 2017 par le Parlement européen et le Conseil européen. Il abroge l'ancienne directive DIV, la 98/79, qui était applicable avant pour le marquage CE des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre une directive et un règlement ? Une directive doit être transposée dans le droit national par chaque État membre de l'Union européenne, alors que le règlement est un cadre qui devient immédiatement applicable comme une loi dans tous les pays. Il n'est pas nécessaire de la transposer dans la loi nationale, ce qui peut laisser parfois place à des interprétations. Ici, avec le règlement, les règles sont les mêmes pour tous dès le premier jour. Et alors, quelle est la différence entre les règles qui étaient imposées par la directive IVDD et celles du règlement IVDR ? Il y a beaucoup de choses à dire, mais même s'il y a beaucoup d'exigences communes, disons principalement que l'objectif du nouveau règlement est d'augmenter ou de clarifier les exigences en matière de sécurité, de transparence, de traçabilité et de performance du dispositif. Ce qui signifie que lorsqu'un utilisateur utilise un dispositif marqué CE selon l'IVDR et selon l'usage revendiqué et prévu par le fabricant, alors la sécurité et la performance sont très bien établies et encadrées. C'est bien ça ? Exactement. Ne vous méprenez pas, les fabricants s'étaient déjà engagés à assurer la sécurité et les performances de leurs dispositifs de diagnostic in vitro sous le régime de l'ancienne directive IVD. Mais le niveau d'exigence en matière de preuves et de documentation est vraiment plus élevé. En outre, pour la grande majorité des dispositifs marqués CE selon la directive, le fabricant déclarait lui-même que le dispositif était conforme aux règles. La conformité était vérifiée lors d'audits réguliers par les autorités. Dans le cadre de l'IVDR, un organisme notifié doit évaluer le dossier technique du produit et donner son feu vert pour la mise sur le marché du produit en tant qu'outil de diagnostic in vitro. Sophie, finalement, tes réponses à notre première question soulèvent beaucoup d'autres. Commençons peut-être par ce que tu viens de dire. Dans le cadre de l'IVDD, les fabricants déclaraient eux-mêmes les dispositifs comme étant conformes, pour la plupart d'entre eux en tout cas, mais pas pour tous les dispositifs. Est-ce que c'est dû à un certain niveau de sécurité ou à la nature du dispositif lui-même ? C'est exactement ça, Audrey. Cela dépendait de la catégorie du produit. Et ce principe de classification reste présent dans le cadre de l'IVDR, mais il est maintenant plus élaboré, plus fort même peut-être. Environ 80% des dispositifs médicaux DIV nécessiteront maintenant l'intervention d'un organisme notifié, contre seulement 20% dans la directive. Et si on s'intéresse à la classification, combien de classes y a-t-il ? Comment est-ce qu'on sait qu'un produit appartient à une classe ou à une autre ? Il y a 4 classes principales, de A à D. La classe D, la classe de risque la plus élevée, est dédiée aux tests qui peuvent conduire à des décisions pouvant impacter le pronostic vital du patient, comme le groupage sanguin ou le diagnostic du VIH, etc. La classe A correspond aux produits d'usage général en laboratoire ou aux accessoires, aux tampons, aux tubes de prélèvement ou encore aux instruments analyseurs de laboratoire. La définition de la classe du dispositif est clairement liée à son usage prévu et la classe peut être définie en suivant les principes et les règles expliquées dans l'annexe 8 du règlement IVD. D'accord, donc il n'y a pas vraiment de liste exhaustive préparée par l'Union européenne pour répertorier tous les tests et dispositifs et dire à quelle classe ils appartiennent. Non, il n'y a pas de liste, mais des règles claires sont définies pour déterminer la classe du produit. Une simple liste ne serait clairement pas suffisante pour faire face aux produits innovants qui arrivent sur le marché. Par exemple, en 2017, lorsque l'IVDR est entré en vigueur, nous n'avions pas de test pour le dépistage du Covid-19.
Mais encore une fois, la classification des produits est l'une des premières choses que fait le fabricant lorsqu'il envisage d'enregistrer un produit. C'est également l'une des premières choses que l'organisme notifié désigné examinera et, espérons-le, approuvera. Sophie, tu as aussi mentionné un peu plus tôt des exigences accrues en matière de sécurité, de performance, de traçabilité et de transparence, si j'ai bien compris. Peux-tu nous en dire un peu plus en quelques mots? Ah, ça va être difficile de faire court. Des exigences accrues en matière de sécurité et de performance parce que la réglementation est plus claire sur le niveau de preuve attendu et parce qu'il y a un net renforcement. En outre, les procédures de gestion des risques et de surveillance post-commercialisation sont renforcées. Même si là, je pense que la gestion des risques a toujours été une priorité pour les fabricants. Bien sûr, Dana, nous l'avons déjà dit, la sécurité a toujours été une priorité. Mais disons que maintenant, c'est une demande plus claire des autorités. Il est aujourd'hui demandé de surveiller le produit tout au long de son cycle de vie. Les fabricants, par le biais de la surveillance post-commercialisation, devront solliciter le retour d'informations des utilisateurs, des cliniciens ou des médecins pour prouver que le dispositif continue d'avoir les mêmes performances. Et cette surveillance post-commercialisation est établie au moins tous les 5 ans pour les produits de plus faible classe et sera examinée par l'organisme notifié. D'accord, Sophie? Donc, une fois que l'on a obtenu un certificat par l'organisme notifié et que le dispositif est marqué CE, ce n'est pas valable pour toujours. Absolument pas. Nous devons conserver des enregistrements et suivre notre produit. Et cela est rendu transparent par tous grâce à une base de données publique appelée EDAMED. En outre, si votre produit subit une modification substantielle, des matières premières ou de l'usage auquel il est destiné, celle-ci doit également être notifiée. Donc finalement, effectivement, pas de doute, l'IVDR établit une demande clairement plus élevée du niveau de preuve et de documentation. Et quel est le calendrier de tout ça? Tu as mentionné plus tôt que le règlement a été voté en avril 2017 et nous avons tous entendu parler de la date d'entrée en application du 26 mai 2022. La date d'application de l'IVDR est le 26 mai 2022. Cela signifie qu'à partir de cette date, tout nouveau produit doit être conforme à l'IVDR. Mais nous avons maintenant une période dite de grâce ou de transition pour les produits qui ont été mis sur le marché avant le 26 mai 2022. La durée de cette période de transition dépend de la classe du produit. En bref, pour les produits non stériles de classe A, qui ne sont pas soumis à une revue par un organisme notifié, la date d'implémentation du 26 mai 2022 a été maintenue. Pour les autres, une période de transition a été accordée. Ainsi, les produits de classe D devront être conformes à l'IVDR avant le 26 mai 2025. Pour les produits de classe C, cette échéance est fixée à mai 2026 et pour la classe B à mai 2027. Cette période de transition est un avantage pour tous car, comme vous pouvez l'imaginer, il y a des dizaines et des dizaines d'anciens produits à recertifier et les organismes notifiés ne sont pas si nombreux. Et tous n'ont pas été officiellement désignés depuis longtemps. Donc pour assurer que les laboratoires médicaux pourront continuer à travailler et à diagnostiquer les patients avec les dispositifs disponibles, cette prolongation de la période de transition était une décision importante et attendue depuis longtemps. Sophie, tu m'aides à passer à la suite de nos questions de façon parfaite. Que signifie cette nouvelle réglementation pour les laboratoires médicaux? Quel changement implique l'IVDR pour eux finalement? Honnêtement, l'idée pour tous les fabricants, je pense, mais aussi pour les instances dirigeantes, est que les laboratoires subissent le minimum de perturbations. Ils ne devraient pas voir de différence majeure avec les anciens produits qu'ils commandaient et utilisaient. Mais tu as tout de même parlé de transparence accrue, de sécurité, d'exigence en matière de preuves cliniques. Oui, les laboratoires devront être encore plus convaincus par les produits qu'ils utilisent, et peut-être même gagneront-ils en confiance grâce à une transparence et une documentation accrue tout au long du cycle de vie des produits. De plus, comme nous l'avons dit, la sécurité était déjà une priorité, donc les instructions d'utilisation ne devraient pas beaucoup changer pour se conformer à l'IVDR. Et les performances restent les mêmes. Ce qui pourrait changer un peu, c'est la formulation de l'utilisation prévue du produit, car il existe désormais des codes clairs à appliquer pour définir cette utilisation prévue ou destination d'utilisation, comme on l'appelle dans l'IVDR. Mais cela ne changera pas tout. Le dosage de dédimère restera un outil d'exclusion de la maladie thromboembolitique. Pourtant, nous entendons beaucoup d'inquiétudes sur le fait que les laboratoires ne seront peut-être plus autorisés à utiliser certains produits après l'IVDR. Le passage de l'IVDD à l'IVDR reste une transition, donc ce ne sera pas une révolution pour les laboratoires. Si l'inquiétude est due au fait que les produits ne sont plus marqués CE mais qu'il s'agit de produits RUO, les laboratoires peuvent toujours utiliser les produits RUO. Oui, RUO pour Research Use Only. Mais alors si je ne me trompe pas, si le produit est RUO, il est utilisé par le laboratoire pour rendre des résultats aux patients, et donc pour un usage diagnostique, alors que c'est un produit de recherche au départ,
C'est parce que le laboratoire l'a validé localement dans son propre cadre, dans sa population, sur son indication. Et oui, les tests mis au point par le laboratoire dont nous avons déjà discuté avec Pauline plus tôt dans cette saison. Ce qui est peut-être vrai, c'est que la validation locale de ces tests est très exigeante pour le laboratoire. Il se peut donc qu'ils ne conservent pas le paramètre si le dispositif passe du statut CE-IVD à RUO, ou qu'ils changent de fournisseur si le produit qu'ils avaient l'habitude d'acheter est devenu RUO alors qu'un autre fournisseur propose un produit différent pour le même paramètre avec la même utilisation prévue, mais marqué CE. Mais je tiens également à souligner un point. Les fabricants ne sont pas les seuls concernés. Les directeurs de laboratoire doivent également s'assurer qu'ils utilisent les appareils et testent comme prévu dans les notices d'instruction. L'utilisation d'un test DIV pour un autre usage que celui prévu dans sa notice doit être validée localement par le laboratoire, non seulement sur le plan analytique, mais aussi sur le plan clinique. C'est tout à fait vrai, surtout si le paramètre est accrédité. Mais l'IVDR, c'est différent de la norme ISO 1589. Oui, Dana, et t'as donc le dernier mot pour aujourd'hui. Sophie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de clarifier tout cela avec nous. Alors que nous sommes toujours dans la période de transition, certaines questions continueront sans doute d'être soulevées, mais tes explications ont clairement, je pense, exposé les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que fabricants. Merci aussi à tous nos auditeurs et aux personnes qui nous ont posé les questions sur ce sujet. Comme d'habitude, toutes les sources documentaires et les liens vers les podcasts précédents sont dans la barre de description du podcast. Et n'hésitez pas à nous envoyer toutes questions que vous pourriez avoir à notre adresse électronique ask@stago.com pour challenger notre équipe et proposer un prochain sujet. Merci à tous pour votre écoute. La suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Diagnostic Astago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcasts Ask Stago sur votre plateforme préférée. Diagnostic Astago, Diagnostic is in our blood.